Bienvenue dans le débat. Comment sortir de la crise politique en France? On attend une prise de parole de Sébastien Lecornu ce soir à 20h sur France 2. Ce soir, c'est la date butoir qu'a donnée Emmanuel Macron au Premier ministre démissionnaire pour mener d'ultimes discussions avec les forces politiques du pays. Sébastien Lecornu s'entretient d'ailleurs en ce moment même avec le chef de l'État et il s'est entretenu toute la journée avec les chefs de parti de la gauche républicaine, comme il dit, également avec Bruno Retailleau, président du LR, ou encore Gabriel Attal, le groupe Horizon. Sébastien Lecornu a pris la parole ce matin. Il a évoqué une volonté de plusieurs forces politiques d'avoir un budget avant le 31 décembre. Alors y a-t-il des compromis possibles, notamment avec la gauche, après cette journée cruciale? Quels sont les scénarios sur la table? Quelle issue à cette crise politique? On pose les questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane Vernet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, rédacteur en chef délégué de Ouest France, éditorialiste en charge de la politique. En face de vous, Mickaël Darmon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, éditorialiste sur I24, également ancien chef du service politique d'Europe 1. Ce soir, nous avons Frédéric Michaud avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, directeur général adjoint d'Opinionway, auteur également de votre livre Le gouffre démocratique, et c'est aux éditions du Cerf. On voit donc la couverture. Nous avons également Sylvie-Pierre Brossolette ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique au Point. Bienvenue dans le débat. Avant de démarrer cette discussion avec vous, on va tout de suite à l'Élysée retrouver notre envoyée spéciale Julie Dungeloff, alors que Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron sont en discussion. Comment s'est passée cette journée de tractation, journée cruciale, Julie ? Une bien longue journée pour Sébastien Lecornu qui s'achèvera par son intervention aux 20h de France 2 où on en saura enfin plus. Ce matin, il a pris la parole brièvement, Sébastien Lecornu, devant la presse, indiquant que le spectre d'une dissolution semblait s'éloigner. C'est encore le cas. Après toutes les discussions qu'il a eues dans la journée, il a d'abord reçu Olivier Faure, le patron des socialistes. À sa sortie, Olivier Faure a indiqué d'une part qu'il continuait à plaider pour un Premier ministre de gauche, un Premier ministre de cohabitation, et puis par ailleurs qu'il n'avait aucune garantie quant à la suspension de la réforme des retraites. Cette idée qui a été avancée par Elisabeth Borne hier dans le journal Le Parisien. C'était au tour ensuite de Fabien Roussel, le communiste, qui lui souhaite aller plus loin vers une abrogation de la réforme des retraites qui passerait devant les parlementaires une nouvelle fois. Et puis ensuite c'était au tour de Marine Tondelier, la patronne des Verts, qui en a dit un peu plus sur l'état d'esprit de Sébastien Lecornu à sa sortie. D'une part, elle a indiqué que le Premier ministre ne souhaitait ni d'une présidentielle anticipée, ni d'une dissolution, et que donc, selon elle, la seule solution serait donc la nomination d'un Premier ministre issu de la gauche et des écologistes. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, en déplacement en Auvergne, n'y a eu de cesse de dire: ça suffit, plus de nouveau gouvernement, maintenant plus de tractation, on va aux élections. Ce mot d'ordre qui a été répété par le patron du RN, Jordan Bardella. Donc maintenant, il va falloir attendre encore un petit peu pour savoir quelle est la décision ou encore quelle est l'issue des discussions que Sébastien Lecornu a eues avec les différentes forces politiques lors du 20h de France 2. Il faudra encore attendre encore plus longtemps pour savoir ce que fera le président de la République, qui n'a pas prévu pour l'heure de s'exprimer. Merci Julie Dungeloff, donc à l'Élysée, avant justement de démarrer cette discussion avec vous. On va l'écouter, Sébastien Lecornu, il a pris la parole, il va prendre la parole à 20h, mais il a pris la parole ce matin. Il a évoqué justement la volonté des différents partis de trouver un budget. On va l'écouter. Parmi les bonnes nouvelles, l'ensemble des consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques de l'UDI, de l'IOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence, évidemment, qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas. Il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer. Stéphane Vernet, donc c'était l'allocution avant justement toutes ces tractations aujourd'hui, à gauche, à droite. Finalement, est-ce qu'on peut faire une sorte de bilan de cette journée? C'était plutôt une mission réussie au final ou pas? Non, alors ce qui est très surprenant, c'est que le ton de Sébastien Lecornu était très optimiste ce matin, mais là c'est 9h30 du matin. Oui, 9h30 du matin. Donc, avant qu'ils reçoivent les socialistes, et pendant qu'ils recevaient les socialistes, la délégation socialiste, on apprend qu'il allait s'exprimer ce soir, là, qu'il était l'invité du journal
de 20h sur France 2 et qu'il allait s'exprimer. Donc à ce moment-là, je pense que tout le monde s'est dit, ou tout le monde a compris, qu'en fait un chemin avait été trouvé autour de la suspension de la réforme des retraites. C'est ce qu'on s'est tous dit. Or, et que ça donc un accord avec la gauche. Et que ça pouvait être l'occasion ou la possibilité, en fait, de rabibocher le socle commun et de revenir à ce qui avait été raté précédemment et d'obtenir une espèce d'accord tacite, pas forcément écrit, mais de non-censure, en tout cas pas de censure immédiate, pour laisser le budget rentrer dans l'atmosphère, les débats se dérouler à l'Assemblée, etc. Pas de 49.3, enfin bon, voilà. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire au bout de 3 semaines, on s'est dit tiens, ça y est, il y arrive sous la menace d'une dissolution, parce que ce qu'il faut bien entendre, c'est que quand Sébastien Lecornu dit en fait il y a une volonté pour tout le monde d'arriver à un budget avant la fin de l'année, c'est pas ça qu'il dit en fait. Ce qu'il dit, mais avec d'autres mots, c'est tout le monde a la trouille d'une dissolution, ouais, personne n'en veut. Et donc on va réussir finalement sous cette pression-là à avoir un accord. Et patatras. À 11h, quand Olivier Faure sort de son rendez-vous avec Sébastien Lecornu, il dit quoi? Il dit il n'y a aucune garantie sur la suspension d'une réforme des retraites. Et donc, ça veut dire que c'est fin de la partie, retour de la balle au centre, on ne sait plus où on en est, en fait. Mais deuxième Pierre Brossolette. La gauche était toujours aussi gourmande. Et c'est normal. Non, mais plus on attend, en fait, plus on attend, et plus tout le monde devient gourmand et radical dans ses positions. Non, mais on avait compris qu'avec une suspension éventuelle, qui restait à confirmer éventuellement des retraites, la gauche pourrait faire un accord de non-censure. Mais l'a-t-il confirmé? Mais là, il a dit, quoi qu'il en soit de cette suspension, nous, on réclame d'être au gouvernement et pour faire notre programme. D'ailleurs, il n'a même pas besoin à ce moment-là de la suspension, parce que s'il est au gouvernement, il fait voter immédiatement l'abrogation sur les rangs du RN et de la gauche. Il n'y a même plus besoin de suspension. L'histoire de la suspension, c'était en cas d'accord pour le socle commun et d'accord avec la gauche qui, du coup, n'était pas au gouvernement. Mais là, on a compris de la gauche aujourd'hui qu'elle réclamait toujours pour prix de ne pas censurer, d'être au gouvernement et donc d'appliquer son programme. Il n'y a pas eu la taxe Zuckman, je vous l'accorde, voilà. mais en dehors de ça, c'est donc les retraites, la justice fiscale, la justice sociale et tout le tout-team. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a dû rapporter à Emmanuel Macron que la gauche lui a dit qu'ils étaient toujours pour prix de leur non-censure, la volonté d'être aux manettes eux-mêmes. Oui, mais si on écoute bien Olivier Faure après ces discussions, on va l'écouter tout de suite, le premier secrétaire du PS. Au moment où nous parlons, nous n'avons aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Elle a été évoquée par la seule ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, auteure aussi de cette réforme, mais personne à ce stade ne nous garantit le fait que ce serait le cas. Michaël Darmon, donc lui dit, il ne propose pas vraiment en fait une suspension de cette réforme des retraites. En fait, depuis donc ce matin, c'est la faute de Sébastien Lecornu. Et depuis ce matin, en fait, on a deux types d'attitudes. Il y a les spéculations sur le fond. Personne ne sait rien, en réalité, sur le fond d'un éventuel accord effectivement de non-dissolution, pas un accord de non-censure, un accord de non-dissolution. Mais surtout, ce que l'on voit, et là, ce sont des faits, c'est toute une série de déflagrations. Parce que si on reprend le cours de la journée, la première explosion, en fait, c'est Yael Braun-Pivet. Tout de suite, président de l'Assemblée nationale, qui dans une matinale dit « Moi, ça me gêne beaucoup l'abrogation la suspension des retraites. Suspension, oui. » Et là, on voit bien que ça, c'est les tiraillements au sein de la Macronie. Oui, mais c'est quand même pas rien, même s'il n'en reste pas grand-chose, mais quand même. Donc, explosion au sein du bloc central. Du côté des LR, évidemment, on n'est pas content. Et au fond, et tout le monde dit mais elle a décidé ça toute seule, Elisabeth Borne. Avec qui s'est-elle coordonnée? Qui en parle? Donc, en réalité, on a une série de déflagrations. Mais pour l'instant, on n'a pas aucun contenu ni aucun périmètre d'accord. Frédéric Michaud, vous êtes d'accord? Parce qu'on avait tout de même l'impression ce matin qu'il y avait d'abord l'abandon du 49.3 par Sébastien Lecornu. Ça, c'était une ouverture à gauche. Cette suspension de la réforme des retraites. Aussi un chemin du budget des finances publiques un peu moins rigoureux que celui de François Bayrou. Il parle plutôt d'un déficit proche de 5% du PIB et donc pas 4,7. Voilà, donc tout ça, ce matin, effectivement, on se disait il va y avoir cet accord à gauche. Oui, mais ça, vous l'avez dit, c'est l'optimisme du Premier ministre démissionnaire. D'ailleurs, dès sa prise de fonction, on va y arriver. Il a fait preuve d'un grand volontarisme. Il a quand même vu tout le monde, enfin, sauf ceux qui ne voulaient pas le voir. Voilà, il l'a dit encore ce matin. Et on voit bien que la réalité n'est pas nécessairement en adéquation avec ses propos. Ce qui est très frappant dans la période, et en réalité même depuis 2024, voire 2022, c'est que l'ensemble des acteurs n'ont pas
tirer toutes les conséquences en termes culturels, en termes intellectuels, en termes d'état d'esprit tout simplement, qui sont liées à une majorité relative. On ne fonctionne plus comme a fonctionné la Ve République pendant des décennies. Mais ça, c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu au départ. Oui, en mais disant, personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Que la gauche réclame d'être au gouvernement et d'avoir les manettes pleines et entières, très bien. Ils auront toujours 194 députés à l'Assemblée. L'équation est insurmontable. Mais ils ont dit on peut faire texte par texte pour essayer d'avoir aussi le vote du centre droit. Voilà, ça c'est leur discours. On peut encore épuiser cette hypothèse, elle se finira comme les autres par une situation de blocage. En réalité, il faut déjà un changement d'état d'esprit profond de l'ensemble des acteurs qui veulent gouverner, ce qui suppose de mettre de côté des intérêts partisans, voire électoralistes, des rancœurs, et à l'approche des élections municipales, on comprend que ce soit très, très complexe, pour faire prévaloir l'intérêt général. Non, il y a l'interrogation de savoir si LFI vote la censure tout de suite à un gouvernement socialiste alors qu'ils font faire voter l'abrogation des retraites. C'est un peu leur donner quelques jours de survie à un gouvernement socialiste. Mais une fois ça engrangé, je pense que LFI ne laissera pas son ex-partenaire prospérer et la mâchoire se refermera sur ce gouvernement comme il l'a fait sur Donc il n'aurait même pas le temps de faire voter un budget. Non, sans doute pas. Sans doute pas. Fin de l'entretien, en tout cas, entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, donc après les ultimes négociations. Donc il est probablement en route vers France Télévisions, Sébastien Lecornu, puisqu'il fait donc le 20h sur France Télévisions. Sur justement cette suspension de la réforme des retraites, dont on a beaucoup parlé ce matin, on va écouter justement le Roland Lescure, le ministre de l'économie démissionnaire, donc il fait partie, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Modifier la réforme des retraites, ça va coûter des centaines de millions en 2026 et des milliards en 2027. Moi, je suis prêt à faire des concessions. Ce que je vous dis aussi, c'est qu'elles auront tout un prix et qu'il va falloir les financer. Ça, c'était déjà annoncé ce matin. Donc, il était un peu dans la veine de Yael Braun-Pivet. Oui, vous avez toute une partie de la Macronie réformiste qui voit ça d'un très, très mauvais œil, qui, au fond, assiste, et c'est à quoi on a assisté hier, c'était la tentative on va dire, de prise de contrôle de la gauche de la Macronie. Elisabeth Borne fait une déclaration, également Gabriel Attal, donc ils se sont dit on va essayer d'avoir un accord avec la gauche et donc on va revitaliser ce camp et ce clan de la Macronie qui a tellement été compliqué à faire vivre. Mais tout ça, ce sont pour l'instant des soubresauts et qui ne donnent pas le sentiment qu'il y aura une à vous cohérence écouter politique. ce soir, il n'y a aucune chance qu'il y ait un accord. Donc on ne sait pas ce qu'il va annoncer, Sébastien Lecornu. Pendant 24 heures, ils ont été sous le coup du coup de massue qu'a donné Retailleau dimanche soir. On était tous surpris qu'il fasse effondrer le château de cartes péniblement élaboré en 3 semaines par Lecornu. Tout le monde a été tétanisé et tout d'un coup, la peur du vide, la peur de la dissolution, la peur du grand rien, la peur d'être nettoyé, a fait que tout le monde a dit oui, ben on est dans des dispositions pour reparler, pour se revoir, pour essayer de trouver un compromis, de trouver un budget à la France avant le 31 décembre. Ils ont eu peur à ce moment-là, vous pensez ? Et puis le soufflet de la peur est un peu retombé et quand on a vu le prix à payer pour tous ces gens qui sont allés au casse-pipe en 2024 en défendant la réforme des retraites, je veux dire que c'est dur à avaler. Je sais bien qu'ils ont peur, les mêmes, de se retrouver ratissés encore plus, les derniers en cas de dissolution, mais quand même, comme prix du compromis, de voir des socialistes au gouvernement et les retraites passer, et eux devoir applaudir en laissant passer. Là, vous parlez de LR non, et de Renaissance. Et de Renaissance. De Renaissance, c'est affreux pour eux. C'est vraiment leur ADN. Ils ont défendu ça. Ça serait vraiment trahir la Macronie. C'est horrible. D'un autre côté, ils ont très peur d'y rester. Donc, entre la colère et la peur, qu'est-ce qui va leur porter ? Mais oui, parce que dans les sondages, si on regarde justement les hypothèses, s'il y a une dissolution, le centre s'effondre, la Macronie s'effondre. Donc c'est ça aussi l'équation. Le centre s'effondre, la droite gagnerait un petit peu par rapport à 2024, LR. C'est le Rassemblement la national. Gauche se tasserait. À voir si elle partirait unie ou pas, parce que là aussi, il y a différentes hypothèses qui peuvent être envisagées. Et puis, on aurait une progression du Rassemblement national, mais qui ne lui permettrait pas, même avec ses alliés, d'obtenir à lui seul la majorité. Donc, on voit bien que la dissolution, en fait, du point de vue du président de la République, aggraverait encore les choses et ne produirait pas une cohabitation. Donc, ce n'est pas une solution qui est envisageable, en tout cas aujourd'hui. Oui, mais malgré cela, Stéphane Vernet, on voit bien que l'accord, l'équation, elle reste aussi complexe. Et les tractations d'aujourd'hui, on le dit ce soir,
Bah oui, mais... Cette suspension de la réforme des retraites, la Macronie n'en veut pas, LR n'en veut pas, le PS veut aller bien plus loin, figurer on a l'impression d'avoir un Sébastien Lecornu qui est coincé dans la cale d'un vieux rafio qui prend l'eau de toutes parts, et il met la main pour arrêter une voie d'eau, et à chaque fois qu'il réussit à arrêter une voie d'eau, il y en a une autre ou trois autres qui s'ouvrent en même temps, donc on a l'impression que ça n'aboutira pas. Après, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, ça a très bien été dit, une dissolution ne résoudrait rien en l'état, pas plus probablement qu'une élection présidentielle anticipée. On a une classe politique qui vit dans le mythe qu'il suffit de retourner aux urnes, d'avoir des élections et qu'on retrouvera comme par magie deux grands blocs qui se partagent le pouvoir, une droite et une gauche par alternance, comme ça a toujours été le cas sous la Ve République. En fait, ces gens n'ont pas compris que l'archipélisation du paysage politique français n'a pas été créée par Emmanuel Macron, il l'a précédé, et que c'est cet émiettement du paysage politique français qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu en 2017 et d'être réélu en 2022. Mais cet émiettement survivra au macronisme et à Emmanuel Macron. C'est pas parce qu'il s'en va que les choses rentreront dans l'ordre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si je peux juste terminer, c'est que par rapport à il y a un moment, va peut-être falloir rentrer adopter juste un principe de réalité et un tout petit peu de pragmatisme. Moi, je comprends que tout le monde s'arc-boute sur la réforme des retraites pour des raisons politiques, symboliques. Très bien. On sait que cette réforme des retraites, elle est insuffisante, qu'il faudra en faire une autre, parce que la retraite par répartition dans ce pays est très directement menacée. Ça ne tiendra pas, c'est la démographie, c'est mécanique. Il faut refaire une réforme des retraites. La suspendre aujourd'hui coûterait effectivement des centaines de millions l'année prochaine, à peu près 500 millions. C'est impossible, c'est très compliqué. Des milliards en 2017, 3 milliards. Et après, on fait autre chose. Et 13 milliards d'euros par an à partir de 2030. Voilà. Alors après, d'ici 2030. Alors moi, ce que je vais vous dire juste, c'est que si ça coûte 500 millions d'euros l'année prochaine de suspendre la réforme des retraites, je vous rappelle que le fait de ne pas avoir eu de budget dans les temps en 2024 a coûté 12 milliards d'euros à ce pays, plus en 2025, cette année, 100 millions d'euros par jour de retard par rapport à l'adoption d'un budget rectificatif. Donc, en fait, 500 millions coûterait... La suspension de la réforme des retraites, ça coûterait 500 millions. Mais ne pas avoir de budget parce qu'on est coincé, ça va coûter un minima 12 milliards. Donc, en fait, il faudrait peut-être accepter... Ils vont voir qu'il n'y a pas de trajectoire budgétaire, donc, à un pas moment, de réforme et un retour sur la réforme des retraites. Pourquoi pas être plus pragmatique à ce moment-là, Sylvie-Pierre Brossolette, et dire, OK, on abroge, à droite, on a... Si techniquement, on trouve mais en fait, la suspension, c'est une forme d'abrogation. Oui, parce qu'il y a les caisses de sécu ne savent pas faire. Sauf qu'il y a une présidentielle, donc comme il y aura une présidentielle, à ce moment-là, ça sera repris par le prochain gagnant de la présidentielle sous une forme ou sur une autre. Effectivement, on peut dire, on laisse tomber 4-5 milliards et on attend 2027. À condition que ce prochain gagnant ait une majorité à l'Assemblée, ce qui n'est pas dit. Mais là où je pense qu'il peut y avoir quand même quelque chose d'approchant une majorité, là on fait les sondages à froid sur s'il fallait voter. Je pense qu'on sous-estime un peu l'effet de campagne. Le soufflet peut peut-être retomber au RN, mais je ne crois pas. Je crains plutôt qu'il continue et que s'il y a une dissolution, le sentiment dégagiste des Français en disant puis on va leur donner leur chance, c'est leur tour, risque de leur être favorable et que le front républicain qui avait bien marché la dernière fois, même super performé la dernière fois, performe moins. Je ne dis pas qu'il n'existera pas, mais il performera moins et il y aura plutôt un front anti-LFI, surtout que les socialistes vont refaire alliance électorale, je ne dis pas programmatique, mais électorale. Il l'a déjà dit, Patrick Kanner, sur France Télévisions ce week-end. Il y aura une alliance électorale, et donc ils seront quand même mis dans l'opprobre d'une alliance avec LFI. Et donc je pense qu'il y aura quelque chose d'approchant, pas forcément une majorité absolue, mais une majorité assez relative du RN, et un LR traversé de courant qui se dira... poussé par Nicolas Sarkozy, qui sera peut-être derrière les barreaux, mais qui dira quand même « allez-y, le RN est dans l'arc républicain ». C'est l'alliance des droites. Laurent Wauquiez pousse plutôt à cette alliance. Il dit pour l'instant jusqu'à Sarrak-Nafo, enfin ça ira un peu plus loin. Et je pense qu'il y aura une tentative de ce côté-là. Je ne dis pas que c'est souhaitable, je ne dis pas que c'est forcément possible, mais il peut y avoir cette hypothèse. Mais et pour cela, il faut qu'il y ait une dissolution. Or, on a le sentiment encore, et
on ne sait pas, parce qu'on va voir ce qu'il va être annoncé. Aux 20h, au fond, qu'est-ce qu'il va nous dire le Premier ministre démissionnaire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire, je suis démissionnaire, on est tenté de trouver un chemin, le président va s'exprimer, il y aura des urgences sur ça, mais... Ou alors il va annoncer à la place du président de la République ce qui est... Et demain, il y a la journée Badinter, c'est pas possible. Voilà, donc en fait, en réalité, on va être encore dans un on sera encore dans le flou ce soir, vous pensez? Comment? On sera encore dans le flou. Je pense qu'on va être... Il va certainement dire des choses, mais pas déterminantes. En tout cas, pas la décision et pas l'annonce d'un président qui a dit qu'il prendrait ses responsabilités. En tout cas, peut-être va-t-il dire le contenu de ces consultations et de voir effectivement ce que cela peut donner. Tout ce que l'on vient de dire, c'est dans le cadre où il y aurait une dissolution. Pour l'instant, la petite musique, on ne les a pas encore essayées, c'est plutôt à la gauche qu'on pense. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu, au fond, et puis d'ailleurs, ça correspond bien peut-être au résultat effectivement des sorties des urnes, quelque part, de dire, tentons de faire ce que peut-être il aurait dû avoir comme tentative, expérience au pouvoir, après l'élection législative. C'est pas forcément l'opinion majoritaire. La gauche est moins de 30% dans ce pays. Ça serait quand même un peu un paradoxe. C'est le résultat, c'est tenté mécanique, en expérience mécanique de parlementaire. Au moins, mais quand on voit l'état de l'opinion dans ce pays, ça serait un peu paradoxal de terminer le quinquennat, deuxième quinquennat. Pas moins paradoxal que d'avoir un gouvernement sur la Macronie alors qu'il n'y a plus de Macronie. C'est vrai qu'il n'a pas jamais été aussi à droite, en tout cas n'a jamais été aussi peu à gauche. Et donc, il y aurait un gouvernement gauche. On n'a jamais été aussi peu chez les macronistes. Oui, mais il n'a jamais été aussi peu à gauche. Mais il aurait pu choisir un Premier ministre de gauche au tout début, au moment ne serait-ce que pour le hypothèque populaire. Oui, il aurait été censuré en moins d'une semaine, voilà. Mais le risque, c'est qu'aujourd'hui, s'il choisit un Premier ministre issu de la gauche, qui soit très marqué à gauche, il va sauter. Moi, je pense que ça tiendra pas, il passera pas. Donc l'hypothèse là d'un gouvernement de technocrates ou d'un Premier ministre qui incarnerait la société civile ou la technocratie, comme en Italie par exemple, ça c'est une hypothèse encore possible ou pas, Frédéric Michaud? Oui, ça fait partie des hypothèses qui sont sur la table. Après, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de programme. Il faut s'entendre sur un programme minimum, ce qui suppose d'être dans l'état d'esprit de faire des concessions, de faire des compromis, y compris des concessions lourdes. La réforme des retraites, vous n'avez pas l'air d'y croire à ces compromis, en du tout cas, deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc l'abandonner, c'est quand même, on peut l'imaginer pour eux, une vraie souffrance, une amputation de leur bilan. Mais tout le monde doit faire des concessions. Et le fait de se dire, on se retrouve sur un plus petit dénominateur commun, avoir un budget minima pour la France et renoncer d'une certaine manière à appliquer son programme et l'intégralité de son programme, ça c'est un pas psychologique qu'aucun des acteurs ne fait. Parce qu'il y a la perspective de des élections municipales et au lendemain du second tour des élections municipales, on bascule dans l'élection présidentielle. Donc Sylvie-Pierre Brossolette, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas assez peur de la dissolution, finalement, ces partis du centre, du PS, pour finalement accepter un compromis, négocier 3 points sur un budget qui pourrait être voté, au moins sur le budget? Oui, je crois que la partie de poker continue et que le Parti socialiste essaie de profiter de la faiblesse évidente du président de la République pour forcer son avantage. Au lieu de dire on est d'accord sur une négociation dans laquelle on est... pas parti, mais on dit juste qu'on ne fera pas tomber le gouvernement. Ils en veulent plus, ils veulent aller jusqu'au bout et ils veulent, eux, faire suspendre les retraites et le reste de leur programme et surtout être au gouvernement. Et c'est ça qui, à mon avis, va bloquer parce que autant c'était imaginable qu'on trouve un ersatz de gouvernement sur l'ensemble commun avec une neutralité du PS s'il acceptait juste la suspension des retraites, autant dans l'autre sens, un gouvernement socialiste qui veut appliquer son programme se fera vite balayer. Donc si on en est là, la situation est bloquée. Mais la posture de LR, est-ce qu'elle est plus conciliante? Pas vraiment, lorsqu'on voit les positions de Bruno Retailleau, et comme vous disiez, c'était le catalyseur finalement de, oui, parce que dans l'explosion en vol du gouvernement. Dans les déflagrations que l'on recense depuis le début, vous avez aussi chez LR qui c'est en train d'exploser. Là, les clans Retailleau-Wauquiez sont en train de même plus pouvoir faire semblant. Ils sont reçus séparément à Matignon par le Premier ministre. On voit bien que quelque part, c'est parce que ça a beaucoup tangué qu'il est revenu et qui a provoqué cette rupture. Paradoxalement, c'est le parti de la stabilité qui a quand même provoqué la chute de l'éphémère gouvernement Le Cornu. Donc là aussi, on est vraiment dans l'inconnu en ce moment. On sait Quelle pas est la comment ça va se terminer. responsabilité d'Emmanuel Macron
Macron, finalement, dans tout ça? Parce que c'est lui qui aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. Stéphane Vernet, peut-être dans la nomination même de ce Sébastien Lecornu 1, ce premier gouvernement, est-ce que... il a le dernier mot, on l'a vu très seul tout de même, Emmanuel Macron, vraiment vraiment très présent à l'international, mais finalement, à l'intérieur, seul. Mais Emmanuel Macron, il a une série de responsabilités dans cette affaire. La première responsabilité, c'est la dissolution de 2024. En fait, le fait aussi d'avoir changé de Premier ministre, d'avoir dégagé Elisabeth Borne pour prendre Gabriel Attal, en se disant qu'avec un Gabriel Attal aux manettes, et il avait plus de chances de gagner ou de remporter ou de limiter la casse aux élections européennes. En faisant ça, il se privait de la possibilité de changer de Premier ministre après la lourde défaite aux européennes. Du coup, il lui restait quoi? La dissolution. Enfin, il n'y a qu'une suite. Il n'y a qu'une suite d'erreurs ou de décisions malheureuses. Et en croyant, mais enfin, c'était hallucinant de voir ce président de la République et son entourage imaginer que demander aux Français de retourner voter un mois après les européennes pourrait donner un autre résultat que celui des européennes, c'est-à-dire... Parce qu'il y avait une dynamique. Mais bien sûr. Non, mais depuis ce désastre, il a continué à les accumuler. Mais bien sûr. Alors la dernière, parce qu'on ne va pas toutes les faire, mais la dernière qui est quand même énorme, c'est d'avoir imaginé que nommer Bruno Le Maire, faire revenir Bruno Le Maire au gouvernement comme ministre des Armées, allait passer crème. C'est stupide, en fait. Pourquoi l'a-t-il fait? C'est un caprice présidentiel. Ça fait une semaine qu'il veut persuader Le Maire, qu'il lui dit lui-même, c'est pas une bonne idée, je vais être rejeté. Et alors, il a fallu que Lecornu s'en mêle, parce qu'ils sont très amis. Lecornu a fait la campagne de Le Maire, etc. Donc, ils s'y sont tous mis, Emmanuel Moulin aussi de l'Élysée, ils ont fini par le persuader. Le maire, il n'était pas très partant, il était très tranquille. Fin septembre, il avait déclaré à l'usine Nouvelle, dans une interview, j'irai plus, c'est fini. Et alors, mais vous savez, quand Emmanuel Macron a quelque chose dans la tête et qu'il veut son joujou, il a voulu son joujou, mais il le paye très cher. Parce que c'est ça, effectivement, ça a été largement un prétexte, mais ça a été un prétexte commode pour que Wauquiez fasse monter les troupes contre Retailleau, qui n'a pas tenu et qui, à 10h moins 20 du soir, dimanche, a dit on arrête le jeu. On pourrait refaire l'histoire de la Ve République avec le schéma mental des présidents. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque président, la manière dont il fonctionne, imprègne la pratique du pouvoir. C'est le principe de cette Ve République. Et avec Emmanuel Macron, en fait, le trait de caractère maintenant que tout le monde lui connaît, c'est qu'il ne reconnaît jamais une erreur. Et que c'est toujours la faute des autres. Et donc la dissolution, effectivement, qui a été comprise par les Français. Pas comprise, qui a été un acte de pulsion et un acte de péché d'orgueil absolu, eh bien, il ne la reconnaîtra jamais comme étant effectivement une faute, mais en revanche, tout ce qui est venu derrière vient en déclinaison. Vous avez décrit une persévérance dans l'erreur assez diabolique de la part du président de la République. On peut même faire remonter l'erreur originelle à la campagne de 2022. Où précisément, il a refusé de faire campagne. Alors évidemment, il y a la guerre en Ukraine. Bon. Oui, mais tout de même, pas de campagne ou absence de campagne, volonté d'esquiver le débat ou d'entrer le plus tard possible dans le débat, pas de campagne pour les élections législatives, c'est ça la vraie cause. La vraie cause de la situation actuelle, elle est là. Et ensuite, il y a un enchaînement de conséquences qui aggravent cette situation. Et on voit bien, là il y a un emballement, et je trouve assez surprenant de voir que dans les différentes nominations des derniers premiers ministres, en fait, le camp présidentiel se rétrécit, se replie sur lui-même. D'abord, on prend un LR, ensuite, on se rapproche avec l'allié historique, le MoDem. Enfin, avec Sébastien Lecornu, c'est nommé son propre jumeau. Quelle est l'étape d'après? Il devrait ouvrir encore plus et aller chercher un autre profil. Là, il se replie sur son propre camp. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est une des figures historiques du macronisme. Donc, c'était sans doute rassurant pour le chef de l'État de le nommer aux armées, domaine réservé du président. Quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, c'est qu'il n'y a plus un macroniste dans la salle. C'est ça qu'il est en train de créer comme phénomène entre les déclarations d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Édouard Philippe qui demande une nouvelle présidentielle. Ça c'est du jamais vu sur la Ve République. Parce qu'il y a eu des appels de Rome façon Pompidou. Il y a eu Chirac qui a claqué la porte en disant « je n'ai pas les moyens de gouverner ». Il y a eu toutes sortes de déclarations de ce type, mais aucun ne s'est permis, dans un proche en plus du président, de dire « il faut partir et organiser
organiser des élections. C'est absolument monumental. Mais ça a la mesure, au fond, et Gabriel de Attal Macron, disant à la télévision, je ne comprends plus rien à ce que raconte le président de la République, alors qu'il est une créature du président de la République. Sylvie, c'est énorme. En 24 heures, on a eu 2 choses énormes. Je crois qu'on n'a pas fini de mesurer l'énormité de la situation. Vous pouvez ajouter aussi la déclaration, les mots d'Elisabeth Borne sur sa propre réforme. Ça fait quand même 3 anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron qui, quelque part, d'une manière ou d'une autre, répudient leur ancien patron en même temps. Donc en fait, on assiste... On va rappeler Castex. L'événement... Et donc la prochaine étape, la prochaine étape. Il est dans le train. La prochaine étape, c'est très certainement la Macronie qui va continuer à s'effondrer. Et on verra quelle sera la solution politique trouvée, puisque la prochaine étape, c'est la décision du président de la République. On ne la connaît pas. On ne la connaît pas, on va pas. Il va nous sortir encore un lapin. Il est très difficile d'être dans sa tête. On sait qu'il essaye toujours de surprendre. Il ne va pas pouvoir prendre quelqu'un de la Macronie. Le monde médiatique. On sait qu'il veut trouver une solution qui épate tout le monde. Le fameux effet waouh là qu'on nous a toujours vendu chez les Mormons de la Macronie, mais ça n'a jamais rien fait. Et donc en fait, on s'attend à serait une surprise à ce moment-là, une décision rationnelle. Mais donc, quelle serait la décision rationnelle? De dissoudre, au final? C'est ça la décision rationnelle à ce stade? Juste une précision, parce que vous évoquiez la possibilité d'un gouvernement technique, mais après ce qui vient de se passer, vous imaginez les personnalités de la société civile dire je plaque tout, je m'engage, je vais sur la scène publique pour me faire éjecter au bout de 48 heures? Ça va devenir déjà, Lombard a perdu son job, il était tellement bien à la Banque des dépôts et il a perdu son job. Le gouverneur de la Banque de France qu'on peut citer, ou Pierre Moscovici qu'on peut citer, qui est en partance pour Luxembourg, mais enfin, à qui on demanderait de se dévouer 3 mois pour sauver la France. Mais je ne sais pas s'ils prendraient ce risque les uns et les autres. Oui, donc en fait, personne ne veut y aller. On ne sait pas. Vous savez, quand on leur propose, ils finissent par dire oui. En tout cas, l'impact sur la popularité d'Emmanuel Macron, je m'adresse justement au sondeur que vous êtes, Frédéric Michaud. Alors, ça ne vient pas d'OpinionWay, mais ce sondage tout de même d'Elab qui dit que 82% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron. L'impopularité, elle est très très forte. Il y a une impopularité très forte. Je crois qu'il n'a jamais eu une cote de popularité majoritaire depuis le début de ce deuxième quinquennat. Et puis évidemment, ça s'accroît dans des niveaux qui sont très, très profonds. Oui, ça dit un vrai rejet. Et peut-être, on parlait de décision ou de comportement rationnel de la part du chef de l'État, peut-être ce qu'il a de mieux à faire, c'est de se tenir à distance de tout ça, c'est-à-dire de ne plus interférer dans la composition des gouvernements. C'est lui qui nomme le Premier ministre. De donner un délai, d'engager les différentes formations politiques à l'Assemblée nationale à s'accorder sur un programme minimum, donner un budget à la France, faire en sorte que les élections municipales, qui sont les élections préférées des Français, se déroulent dans de bonnes conditions et qu'on ait un débat présidentiel long pour trancher tous les enjeux de grande ampleur qui se posent à la France. C'est pour ça qu'une dissolution... Et là aussi, ce sera un changement. On a rarement vu une campagne présidentielle organisée sur des sujets de fond. On a vu 2007. Mais cela dit, depuis 2007, soyons réalistes, on dit toujours que ça va être des débats de fond et finalement... C'est pour ça que je dis. Les personnes... Je préviens d'emblée qu'en général, on est déçus. Ce que vous venez de suggérer, en fait, c'est la mission que le président de la République avait confiée à Sébastien Lecornu. C'est ça, c'est exactement cette mission-là. Ce qu'il n'a pas réussi à faire en 3 semaines, parce que 3 semaines pour accoucher, pour reprendre le gouvernement, pour reconduire le gouvernement Bayrou, parce que c'est ça qui s'est passé. Oui. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Et donc, croire qu'il peut rétablir la situation en 48 heures, je trouve que c'est fort de café. Il faut savoir que du côté de Renaissance, vous avez Gabriel Attal qui propose le même type de démarche, mais en disant il ne faut surtout pas la confier au Premier ministre. Il parle d'un médiateur, voilà, c'est ça la proposition de Gabriel Attal. Un préfigurateur, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui ne serait pas engagé dans la politique, qui aurait un peu de distance, qui ait la capacité en fait, de réunir tout le monde autour d'une table en disant mettons-nous d'accord, ou mettez-vous d'accord autour de 3 ou 4 points essentiels qui permettent effectivement d'accoucher d'un budget de compromis, et de tenir jusqu'aux échéances présidentielles. Après, il y a la nomination des ministres, et là, le président a toujours le final cut. Et ce qui s'est passé avec non seulement Bruno Le Maire, mais des membres LR qui manquaient à la liste du gouvernement, il y avait trop de macronistes, et pas, quoi qu'en dise M. Retailleau, c'est ça qui les a beaucoup choqués. Ils avaient négocié beaucoup plus de LR purs, pas des ex-traîtres, là. Et donc, ils n'ont pas vu M. Bellamy dans la liste, ils n'ont pas vu 2 ou 3 autres personnes, Mme Evren, et ils ont vu des macronistes partout, et eux réduits à 3 postes. Et donc, le maire a été un prétexte, ça a été un irritant, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais ils étaient mal servis. Et c'est à cause du président de la République, parce que Lecornu n'est pas arrivé avec cette liste-là.
Donc le problème, c'est que le président, s'il recommence à faire des erreurs, même si vous trouvez un bon négociateur qui arrive avec les quelques mesures qui fassent passer le budget, si après il y a une liste du gouvernement qui est refaite par l'Élysée et qui irrite tout le monde, c'est le point clé, c'est ce que vous disiez. On se doutait de toute façon que Sébastien Lecornu n'allait pas être dans une capacité de grand rapport de force vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et donc, ce qui circulait quand même de... Donc là, même, on peut dire qu'il n'arrive pas à s'émanciper d'Emmanuel Macron. Il n'aurait pas il n'est pas fabriqué comme ça. Mais non, même s'il a annoncé une rupture. Parce que la suspension de la réforme des retraites, c'est une façon de s'émanciper d'Emmanuel Macron. Mais on n'est pas sûr que c'est lui qui l'a C'est pas lui qui l'a initié. Il nous a promis une rupture. On a pour l'instant une fracture dans la Macronie. Ouais, donc pour l'instant, c'est bien résumé. Ça devient donc très compliqué. Donc voilà, donc la prochaine étape, qu'est-ce qu'il va dire ce soir, Stéphane Vernet? Il va intervenir dans une dizaine de minutes. Donc ça, c'est mystère et boule de gomme. Je vais regarder avec grande attention. Mais je pense qu'il ne va pas pouvoir annoncer grand-chose en réalité. Oui, mais je pense que c'est compliqué. La dissolution, en tout cas, les seuls à vraiment la vouloir, c'est le Rassemblement national. On va écouter Marine Le Pen tout de même, qui est intervenue aujourd'hui. Soit les Français nous veulent, ils votent pour nous, on est prêts, et on enverra Jordan Bardella à Matignon, qui constituera un gouvernement de cohabitation. Soit les Français veulent pas nous, et nous n'avons pas la capacité d'obtenir une majorité ou de constituer ou de créer ou d'aller chercher une majorité absolue, et nous sommes républicains. Nous respecterons les règles de l'Assemblée nationale comme nous le faisons depuis des décennies et des décennies. Donc là, elle est très claire, Frédéric Michaud. C'est dissolution, on gagne en voix, on met Bardella comme Premier ministre. Ça, c'est le plan du Rassemblement national qui peut fonctionner s'il y a des législatives anticipées. Voilà, parce que les législatives anticipées, article 12 de la Constitution, vous avez entre 20 et 40 jours pour organiser le scrutin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne, c'est une campagne extrêmement courte. Ça serait novembre, en fait. Elle se fait donc sur des images, sur des symboles, et là, on sent, alors à tort ou à raison, qu'il y a un mouvement en faveur du Rassemblement national. Il y a la question du Front républicain, puisque là, pour l'instant, tout ça est très hypothétique, hein. On construit des spéculations. Il y a la question du Front républicain, ce qui sera aussi efficace ou pas. Il y a la question des candidatures, qui avaient très largement pénalisé le Rassemblement national. Est-ce qu'ils se sont professionnalisés depuis un an? Est-ce qu'ils ont su sélectionner des candidats plus compétents? Est-ce qu'ils ont musclé leur programme électoral? Ça, ce sont des éléments qui sont de nature à leur faire avoir une majorité, tangenter une majorité, ou simplement progresser sans parvenir à avoir les moyens de conquérir le pouvoir de manière intégrale. Ça pourrait séduire les électeurs, finalement. On ne les a pas essayés, ce que vous disiez. On ne les a pas essayés. Bardella. Et surtout que Marine Le Pen a une ligne, elle essaie de concilier beaucoup de contraires en ce moment, et dans une campagne courte, ça peut l'avantager. Parce qu'elle a un programme économique qui est assez social, assez socialiste, diront certains, alors que Jordan Bardella aurait préféré faire plus de clin d'œil au patron, et plus libéral, etc. Et elle a maintenu cette ligne, ne voulant pas virer des fonctionnaires, ne voulant mettre un ISF. Donc, abrogation abrogation, la évidemment, des retraites. Donc elle veut conserver le vote populaire qu'elle a pompé à l'électorat communiste, l'électorat de beaucoup de régions. Et avec le petit vernis de Jordan Bardella en plus, qui serait Premier ministre, donc qui rassure un peu quand même les patrons. On dit, si c'est lui qui sera aux manettes, peut-être qu'ils ne tiendront pas toutes les promesses de la campagne. Donc elle peut jouer sur l'ambiguïté, comme souvent les partis qui gagnent, c'est-à-dire jouer un peu sur tous les tableaux. Et c'est là en quoi elle peut être dangereuse. Et puis surtout, ça va lui permettre de lever les hypothèques concernant tous les recours sur sa... Alors justement, oui, parce que ça paraît contradictoire. Parce qu'il y a des recours, il y a un recours au Conseil d'État par rapport à son statut de conseillère départementale qui va être étudié la semaine prochaine. Et à partir de là, ça peut déclencher, on va voir si s'ils transmettent au Conseil constitutionnel, si on rentre dans une logique de QPC. Et donc en fait, tous les recours qu'elle a déposés également donc à la Cour européenne des droits de l'homme, donc il y a une multiplicité de recours qui ont été lancés et qui, en cas de campagne, pourraient accélérer des prises de décision et lever et en cas de prise du pouvoir, peut-être une loi d'amnistie ou un changement de la loi sachant électorale. Que, pour être complet là-dessus... Donc il y a quand même un calcul politique lié directement aux affaires judiciaires. Oui, et d'autant plus qu'il y a l'analyse qui est faite au RN, c'est que le climat judiciaire n'est pas bon.
que l'analyse qui a été faite de la décision sur Nicolas Sarkozy augure une sévérité accrue ou au moins maintenue à l'égard de Marine Le Pen concernant la Cour d'appel. Mais bon, effectivement, le RN qui gagne des voix, c'est quand même pas très bon pour la gauche, Stéphane Vernet. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils essayaient de trouver un accord quand même aujourd'hui, les socialistes. Oui, mais enfin, je pense que tout le monde est arc-bouté sur ses positions et voilà. Mais on voit très bien quels sont les enjeux. Ça a très bien été décrit par Sylvie tout à l'heure. Vous pouvez aussi probablement avoir, en cas de dissolution, un Rassemblement national qui progresse très fortement, mais qui ne soit pas majoritaire. Et vous avez une partie de la droite républicaine classique qui va avoir la tentation de se mettre du côté du manche. Et ça peut suffire pour constituer une majorité. C'est aussi pour ça que nos voisins nous regardent avec beaucoup d'étonnement et pas mal d'appréhension. C'est quoi, c'est un exemple Mélanie, ça ? Alors, en Italie, c'est déjà fait. Nous regardent, en Italie, c'est déjà fait. Mais je veux dire, vous avez d'autres pays, d'autres grands pays en Europe. Je pense à l'Allemagne, je pense au Royaume-Uni. Vous avez le même type de base où des partis populistes, nationalistes ont quasiment un tiers de la base électorale qui est dans leur poche. Et en fait, si vous voulez, si même la France a ce type de bascule avec, au nom d'une union des droites, etc., je peux vous dire que nos voisins se disent, si les Français en viennent à ce type de solution, nous, on est les prochains sur la liste. Surtout qu'en Angleterre, ils ont un mode de scrutin majoritaire à un seul tour. Ouais. Donc c'est celui qui arrive en tête qui a la majorité. Et si on avait eu ça avec le Front National la dernière fois, ils avaient la majorité. Mais c'est ce qui vient de se passer en République tchèque. Hein. C'est pareil. Un tiers de l'électorat pour le candidat, pour Babiš. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la France qui est concernée. C'est un mouvement mondial qui est en train de s'affirmer de manière très forte en Europe. Et donc, à un moment, on peut se dire, mais voilà, qu'est-ce qui nous préserve de ce genre de choses, quoi. Et si même un pays comme la France, entre guillemets, tombe dans ce travers, je ne sais pas quel est le bon terme, mais on vient à ce type de situation, je veux dire, il peut y avoir un effet domino, quoi. Donc c'est aussi pour ça que nos voisins nous regardent. Merci beaucoup Stéphane Vernet, Sylvie-Pierre Brossolette, Michaël Darmon. Merci Frédéric Michaud d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain, à partir de 18h30, édition spéciale consacrée à Robert Badinter qui va entrer au Panthéon. Vous la suivrez en direct donc avec nous, cette cérémonie d'hommage à partir de 18h30. Merci à vous tous et restez avec nous.